C'est un plaisir de terminer avec vous. Je me permets de vous représenter à toute fin utile. Caroline, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, tu es donc directrice de Cerda Conseil. Et puis, Mick, de ton côté, tu as plein de cordes à ton arc, finalement, entre autres conférencier, auteur d'un nouvel ouvrage très récent, IA Mania, si tu voudrais nous en dire quelques mots. Et puis, tu es aussi accessoirement directeur stratégie et innovation chez Orange Business. Rien que ça. Et vraiment, Accessoirement. on est ravis de finir cette matinée avec toi. On sait que tu es très sollicité et c'est un plaisir de terminer ensemble. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Peut-être quelques mots, encore une fois, des chiffres issus du dernier rapport de gouvernance pour donner un cadre autour de cette keynote de clôture. Si tu veux y aller, Caroline, je pense qu'on est sur la bonne slide. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Ce sont les derniers chiffres, c'est promis, parce que je pense que ceux qui nous écoutent depuis 8h30 ce matin se disent « mais elle a combien de chiffres encore dans la poche ?» Voilà, donc quelques derniers chiffres qui montrent en quoi l'IA est installée au cœur de la gouvernance de l'information dans toutes nos organisations et qui ouvre aussi une perspective plutôt opérationnel. Je pense qu'on a assez parlé de risques, de dangers, de peur dans les interventions précédentes. Alors revenons sur quelque chose de plus positif, on va le dire comme ça. Un premier chiffre que je voulais partager avec vous, 56% des projets d'IA internes aujourd'hui dans les organisations sont des projets d'IA générative. Donc ça, c'est, je pense, à avoir bien en tête. Ce n'est pas une option technique, c'est bien là qu'est le moteur, un peu le leader de cette innovation. C'est loin devant ce qui pourrait être plutôt de la recherche augmentée ou de l'automatisation, on va dire classique, notamment avec les workflows. Donc on voit bien que en positionnant de manière aussi forte l'IA générative, c'est pourquoi, parce qu'on voit bien qu'elle permet de métamorphoser nos contenus et nos gestions de données, jusque-là qui étaient souvent plutôt statiques. Donc grâce à ça, ça devient de la ressource active, ça permet évidemment de la création automatisée de supports complexes. Vous avez vu mes slides, vous vous doutez bien que je ne les ai pas fabriqués avec des feutres, mais que je me suis servi d'une IA générative pour que c'est une présentation qui soit un petit peu plus visuelle. Derrière cette mutation, on voit… Si je peux me permettre, Caroline, tu ne t'es pas servi seulement d'une IA générative, mais d'une IA généralative. Je ne sais pas si tu vois, c'est écrit. On pourrait y revenir. C'est intéressant parce que ça révèle beaucoup, à la fois des limites de l'IA et à la fois des problèmes qu'on peut rencontrer en entreprise quand on cherche à l'industrialiser. Exactement. Bien vu, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, l'idée première, c'était publication plus qu'autre chose. Autre point derrière ce chiffre de 56, c'est les 71%. Mauvais Wi-Fi. Donc, il y a bien déjà cette il y a un petit problème de connexion ou c'est bon là ? Oui, si tu veux reprendre sur les 71%, tu as un peu perdu. Oui, voilà, juste 71% des usages de l'IA générative qui portent sur les textes et les contenus internes au sein des organisations. Donc, il y a bien déjà ce passage qui est fait et cette compréhension des risques des IA plutôt publics et de se recentrer plutôt sur l'outillage et les pratiques qui sont proposées et encadrées en interne pour évidemment privilégier à ce niveau-là le domaine d'application, on va dire, qui est prioritaire. En revanche, ce qui est peut-être en devenir, ce que je me suis permis d'appeler un peu la nouvelle frontière opérationnelle pour l'IA, c'est plutôt ce qui est de l'ordre des workflows agentiques. Donc là, on est un peu plus en décalage par rapport au pourcentage de réalisation ou de prise en main. On est plutôt sur des sujets qu'on peut qualifier encore émergents en 2026. Je suis curieuse de voir dans quelques mois, 2027, comment sera positionné l'agentique dans la gouvernance et au niveau des usages de l'IA. Donc, c'est encore en devenir par rapport à nos 71%, nos 56%, 23% seulement, on va dire. Ça peut paraître encore en décalage, mais c'est clairement l'un des axes
aujourd'hui majeur qui va permettre d'automatiser des process métiers qui sont relativement considérés comme complexes et qui vont demain faciliter et accélérer le travail de tout un chacun. Donc, c'est un peu là que je mettrais au regard de ces chiffres et du rapport de cette année, cette nouvelle frontière au niveau de l'IA et qui reste encore à encadrer et à, on va dire, orienter la compréhension des utilisateurs sur les usages qu'ils peuvent en avoir, parce que là aussi, ce n'est pas une réponse purement technologique, ça doit être d'abord une réponse métier et que l'IA doit ne pas être qu'un silo technologique, mais bien une compétence métier qui doit être partagée. Voilà, donc vous avez tout ça dans le rapport. Je vois, merci Fabien, que tu nous proposes le lien. Je rappelle que ce rapport, vous pouvez le télécharger, qu'il est gratuit et vous pouvez largement l'exploiter, le réutiliser en fonction de vos domaines d'intérêt ou des sujets sur lesquels vous voulez vous-même sensibiliser au sein de vos organisations à partir de toutes ces données. Merci à toi, surtout Caroline, pour ces commentaires tout au long de la matinée. Je me tourne vers toi, Mick. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces chiffres? Est-ce que effectivement, aujourd'hui, les organisations sont plutôt alertes sur les sujets relatifs à l'IA et notamment l'IAG, ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup d'usages méconnus? Qu'est-ce que tu observes, toi, de ton côté? Écoute, ils sont intéressants ces chiffres. Une chose est claire, c'est que depuis la sortie de ChatGPT, qui est très très daté, hein, le monde ne semble plus tout à fait tourner de la même manière dans les entreprises comme dans notre entourage. Je pense qu'on a tous eu des discussions lunaires autour de l'IA, du risque pour l'emploi, sur le fait que les jeunes vont encore devenir encore plus cons qu'ils ne le sont déjà. Ça change de génération en génération, plus cons que la génération d'avant. Enfin, tout ça fait, voilà. Donc, on a tous eu des discussions incroyables. On voit tous aussi à quel point l'IA est en train de transformer assez profondément la société. Moi, j'anime un podcast qui s'appelle Trench Tech et qui ne traite que des impacts sociétaux de la technologie avec des sociologues, des chercheurs, etc., etc. Et on se rend compte que c'est en train de transformer la façon dont on va apprendre, la façon dont on fait la guerre, que ça vient impacter toute la géopolitique mondiale de manière hyper forte, que ça vient impacter l'économie, que ça a des impacts aussi sur l'environnement, mais aussi de très bons impacts sur l'accès à l'information, etc., etc. Bref, tout ça fait que dans l'entreprise, on se retrouve avec des injonctions lunaires. Il y a une injonction hyper forte à ce que tout le monde utilise de l'IA, ce que j'appelle de l'IA du quotidien. Et on va voir que je pense qu'on se trompe un petit peu de priorité dans l'entreprise autour de ça. Les dirigeants veulent absolument se transformer, être une entreprise qui fait de l'IA, donc chercher à aller le plus vite possible. Et puis, du coup, on va sur ce qui semble être le plus facile, qui brille le plus. Donc, effectivement, l'IA générative est un véritable moteur de l'adoption. Alors que, rappelons-le, moi, pour ma part, ça fait 25 ans que je travaille dans la data et l'IA. Une fois, en début d'une conférence, il y a quelqu'un qui lève la main en disant « Menteur, ça fait pas 20 ans que l'IA existe. ChatGPT est sorti en 2022. » Alors oui, c'est tout le problème. Il faut se souvenir que l'IA, ça n'est pas que génératif. Il y a aussi toutes les IA analytiques qui permettent notamment de faire du prédictif, toutes les IA perceptives qui permettent déjà d'interpréter, de classer des textes, des images, qui doivent continuer et qui vont continuer à amener énormément de valeur avec une bien plus grande fiabilité que le font les IA génératives, pour reprendre le lapsus numérique qui est sur le slide que j'adore, et qui doivent continuer d'apporter beaucoup de valeur. Donc, tu vois, il y a d'un coup, pour résumer ce que je vous dis et répondre à ta question, Fabien, il y a d'un coup un coup de projecteur dingue sur les IA grâce à ChatGPT, une injonction y aller hyper forte, mais on en oublie que cette valeur, on aurait pu la créer depuis 20 ans grâce aux IA traditionnelles et qu'il ne faut pas lâcher. Et à côté, dans la précipitation, à mon avis, on ne va pas tout à fait toujours dans la bonne direction. Mais je pense qu'on va pouvoir creuser ces questions-là ensemble. Avec grand plaisir. Alors, dans ton livre IA Mania, il n'y a pas que Caroline qui partage des chiffres, toi aussi tu le fais. Tu partages un paradoxe, notamment 88% des entreprises déclarent faire de l'IA, mais seulement 6% déclarent arriver à en retirer une valeur mesurable. Comment on peut expliquer cet écart finalement qui existe entre ces deux chiffres? Écoute, ouais, moi, c'est les chiffres desquels je suis parti au moment de rédiger mon livre. On entend beaucoup aussi les 90% du MIT
de projets qui ne parviennent pas à créer de la valeur, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans le PNL de l'entreprise finalement. Donc, c'est un peu le même type de chiffre, tu vois, qui va avec. En fait, depuis la sortie de ChatGPT, on peut dire qu'il y a deux saveurs autour de l'IA, deux manières de gagner avec l'IA dans l'entreprise, mais que tout le monde se concentre uniquement sur la première, qui n'est pas celle qui amène véritablement la productivité. Donc, c'est quoi ces deux saveurs, ces deux gains potentiels? Le premier qui est adopté par tout le monde, c'est celui de la performance individuelle. C'est de chercher à déployer des outils, des copilotes, des ChatGPT privés, des Live Intelligence, qui est l'outil d'Orange qui permet d'accéder à de multiples LLM pour les entreprises. Je glisse des petites pages pub au passage. On voit ça. Donc, voilà, donc ça, c'est fantastique. Et grâce à ça, tu donnes des nouveaux super pouvoirs à tous les collaborateurs. D'accord, le super pouvoir de la traduction, le super pouvoir de digérer hyper rapidement des documents complexes, de rédiger des notes stratégiques alors que tu n'en as pas fait une seule fois dans ta vie, de comprendre des contrats très compliqués, d'accéder à une masse d'informations hyper forte, etc., etc. C'est génial, sauf que si tu ne fais que ça, tu perds pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gains de performance individuelle ne se retraduisent pas du tout automatiquement en gains de productivité à l'échelle d'un département, d'un service, et encore moins à l'échelle de l'entreprise. En gros, chacun gagne peut-être 2 heures dans la semaine pour ceux qui s'y prennent le mieux, et encore, mais ça coûte de 5-10 minutes disséminées dans toute ta semaine. Tu as gagné 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, etc. Et donc, ce temps-là, en fait, il est dilué, il est perdu. Certes, tu l'as gagné, mais tu le perds à faire des activités qui sont en réalité non productives, ce que j'appelle le présentéisme à l'ère de l'IA. Tu as gagné 5-10 minutes par-ci, par-là, tu as pris un café de plus, tu as envoyé des mails, tu as fait des réunions en plus. Bref, ce n'est pas ça qui a vraiment créé de la valeur pour l'entreprise. Et toutes les entreprises aujourd'hui se concentrent là-dessus, sur cet espoir de gain de productivité par l'augmentation de la performance de chaque collaborateur. Donc ça, c'est très bien. Il faut le faire. On n'a pas le choix parce qu'il y a une attente très, très forte des collaborateurs eux-mêmes, des employés eux-mêmes pour avoir ces outils, pour avoir accès à ces outils. Il y a l'impression que sinon, on sera dépassé sinon. Et puis parce que les jeunes générations qui arrivent dans l'entreprise, eux, ont toujours utilisé de l'IA pendant leurs études. Donc, il faut absolument leur donner ces outils-là quand ils arrivent dans l'entreprise. Sinon, c'est un peu comme si à toi, on t'enlevait Excel et qu'on te disait, tiens, prends la calculette. Nous, on n'a pas Excel, mais la calculette, c'est vraiment génial. Tu vois, c'est du même ordre. Donc, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Mais ce n'est pas avec ça que tu crées de la valeur. Donc, il faut s'intéresser à mon deuxième gain. Si on veut combler le gap des 88 qui font de l'IA versus les 6% qui gagnent vraiment avec, il faut s'intéresser à la deuxième saveur, qui est celle de créer de la valeur à l'échelle. De s'intéresser non pas à distribuer un outil pour chaque collaborateur, mais à faire des services basés sur l'IA qui vont te permettre de prendre un avantage concurrentiel, qui vont te permettre de transformer l'entreprise, qui vont te permettre de créer un nouveau service, de créer un nouveau produit, d'intégrer des services d'IA dans tes produits existants, de revisiter un processus de bout en bout et de se faire mal, parce que ce n'est pas juste tu gagnes 3 minutes dans le process à un bout, c'est que tu le repenses complètement, ton processus. En faisant ça, tu gagnes avec une valeur qui est du coup mesurable, ce qui est un point important quand même pour nos sujets d'IA. Et surtout, tu prends un avantage concurrentiel, puisque tu fais des choses que ne vont pas faire tes concurrents, qui vont te démarquer. Et ce qui n'est pas du tout le cas de ma partie performance individuelle. Tout le monde est en train de se doter de ces outils-là. Donc, dans 5 ans, il n'y aura aucun avantage concurrentiel à utiliser ces outils-là. Si on veut prendre un avantage concurrentiel, il va falloir se retrousser les manches, se mettre au boulot et penser des cas d'usage qui sont vraiment structurants pour l'entreprise. Toujours dans IA Mania, tu parles aussi de sortir de la fascination pour rentrer dans la transformation. Mais comment on fait concrètement? Parce que... Bon, déjà, il faut en prendre conscience. Cette idée de fascination technologique, moi, m'occupe énormément l'esprit. On tombe tous régulièrement sur des publications LinkedIn, sur les derniers exploits des IA, etc., etc. Le mot qui revient le plus, c'est bluffant. Tu as remarqué le nombre de fois que le mot bluffant revient sur LinkedIn quand tu parles d'IA, c'est impressionnant. Mais en fait, ce mot, il est hyper juste. Il faut le prendre dans son double sens, comme souvent. C'est du bluff. C'est du bluff. C'est-à-dire que oui, c'est dingue de pouvoir générer une infographie comme tu nous l'as montré, Caroline, certainement en quelques prompts. Oui, c'est dingue de pouvoir avoir des IA vocales qui s'expriment avec nous, à qui on peut parler, etc. Mais si on reste collé sur cette fascination
technologique, si on reste collé sur ce que j'appelle le péché originel de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le simple terme IA date de 1956, et donc le siècle dernier, 70 ans, il représente à lui seul un péché originel, c'est-à-dire qu'il véhicule avec lui plein d'incompréhensions, plein de fascinations. Comment on peut avoir une intelligence au sens du cerveau humain qui est reconstituée dans une machine? Il faut sortir de ces fausses idées, il faut sortir de cette fascination technologique pour comprendre que si on veut trouver de la valeur, eh ben, il va falloir accepter de se faire mal, comme je le disais, de se transformer, de travailler ses processus, de travailler la transformation des compétences des collaborateurs, et ça, c'est un tout autre chemin. Comment on le fait pour sortir de cette fascination, entrer dans la transformation? Alors déjà, vous pouvez lire IA Mania, évidemment, ça me semble être le premier conseil à vous donner, mais blague à part, il y a un point clé, c'est de parvenir à le faire à toutes les strates de l'entreprise. Donc, il y a un sujet d'acculturation qui est gigantesque. À commencer, je vais vous le dire en secret pour pas qu'on m'entende trop fort, je vais chuchoter, par vos comités de direction et vos COMEX. C'est là que ça se joue. La fascination la plus forte, elle est très souvent là. Moi, j'interviens très régulièrement pour animer des conférences, pour des CODIR, pour des COMEX, mais je me rends compte à quel point eux, au plus haut niveau, confondent l'IA avec Harry Potter, quoi. C'est vraiment, j'ai vu un post, j'ai eu un dirigeant magnifique. Prenez à charge le DSI pendant mon intervention en disant, mais ça fait des années que tu bassines avec ton CRM qui avance pas. Bon, moi, je me suis énervé, j'ai pris Claude pendant le week-end et puis bah voilà, je t'ai refait le CRM pendant le week-end, tu n'as plus qu'à le mettre en prod. Véridique. Non, mais c'est pas possible, les amis. Le problème n'est pas le CRM, le problème est tous les process qui vont autour, qui fait que le CRM, on n'arrive pas à le faire accepter par nos commerciaux. Et puis, ton code, tout pourri, fait sur un week-end avec Cloud Code, il va être hyper ouvert à de la cybercriminalité. J'étais très attentif à ce qui se disait avant. Si tu ne le maîtrises pas, au-delà que le code est fait, si tu ne le maîtrises pas, que tu ne peux pas le faire évoluer, c'est foutu. Donc, il y a tout un tas de trucs à mettre en place au-delà de cette fascination technologique de je peux te faire un CRM en un week-end. Donc, voilà. Donc, il y a un sujet d'acculturation qui est énorme et qui va se jouer beaucoup, beaucoup au niveau des comités de direction. Forcément, oui. Caroline, tu partages ces observations. En plus, tu étais là toute la matinée, forcément. Oui, tout à fait. C'est ce que j'évoquais même. Il y a encore trop de cas où les COMEX en restent à avoir cette connaissance, cette curiosité, entre guillemets, de ce que l'IA. Et ils ont même du mal à comprendre que chaque strate de leur organisation sont d'abord concernés. Le chef de service et ses équipes, il est tout autant concerné parce que c'est là où effectivement va se faire demain les gains, quand ils vont retravailler sur leur process, quand ils vont améliorer leur modèle de fonctionnement et qu'effectivement ils vont pouvoir transformer un certain nombre de pratiques précédentes. Donc oui, je rejoins aussi ce besoin permanent de réexpliquer, de démystifier à travers la sensibilisation. J'aime bien l'image d'Harry Potter, je me permets aussi souvent de l'utiliser en disant c'est pas la baguette magique, quoi. À un moment donné, même la formule magique, elle marche pas. C'est sûr. Et au niveau des tendances émergentes, Mick, en particulier autour de l'IA agentique, on en est où? Est-ce que c'est déjà une réalité? De quoi sera fait le marché demain? Alors, tu as plein de tendances émergentes aussi. Je veux quand même réinsister sur le fait qu'il y a déjà énormément de valeur à trouver avec les IA déjà disponibles, celles qu'on peut appliquer depuis 20 ans, donc les analytiques et celles qui permettent de faire de la prédiction notamment, avec les IA génératives. Moi, j'ai pas pu suivre toute la matinée, mais j'espère qu'il y a plein de bons exemples qui ont été donnés parce qu'il y a quand même vraiment de la valeur à en trouver au-delà des usages du quotidien. Il y a des usages de l'IA à l'échelle, de l'IA générative à l'échelle qui sont vraiment, qui vont apporter de la valeur et amener de la transformation pour les métiers. Et puis, effectivement, il y a tout ce qui se profile encore, et notamment donc, les IA agentiques. Je ne sais pas si vous avez fait un point complet là-dessus, je vais essayer de les définir très, très rapidement. Vas-y. En gros, les IA génératives, elles faisaient rien. Et c'était difficile d'en trouver de la valeur parce qu'elles ne font rien. Elles génèrent, elles parlent, mais elles ne font rien, au sens elles n'accomplissent pas d'action. Une IA agentique, elle, va être capable d'accomplir des actions parce qu'on va lui donner des accès
à des outils numériques. Donc, elle pourra écrire pour nous dans un CRM, passer une commande, pourquoi pas même payer. Il y a des protocoles de paiement qui sont disponibles pour les agents. Elle va être capable d'accomplir des processus complets et complexes. Ça, c'est grâce aux modèles de raisonnement qui sont disponibles. On donne un objectif complexe à une IA, elle sait le découper en tâches, elle sait construire un plan d'action pour le réaliser, et ensuite orchestrer différents agents pour parvenir à faire le processus de bout en bout. Et puis, dernier point qui se profile aussi, les IA agentiques vont être capables de collaborer entre elles. Donc, on va avoir de la collaboration entre agents pour permettre d'accomplir ces processus complexes. Et pour donner un exemple assez concret, alors je pense que beaucoup, peut-être d'entre vous, a déjà expérimenté. Je vous donne un exemple assez simple. Par exemple, pour réaliser des rapports sur la concurrence. Ça, c'est devenu hyper simple à faire avec ces IA-là. On peut demander un rapport complet sur la concurrence d'une 50aine de pages, par exemple, si on souhaite le préciser. Et il va d'abord aller voir ce que c'est un rapport sur la concurrence, comment le construire efficacement, quel est le meilleur plan à trouver. Il va ensuite aller s'enseigner sur votre entreprise, lister vos concurrents, aller rechercher plein d'informations sur vos concurrents, peut-être vous poser des questions en cours de route, et puis ensuite assembler un rapport complet, intégrant aussi des graphes, des matrices SWOT, des choses assez avancées. Et ça, c'est grâce à c'est le balbutiement des agents. Mais peu à peu, on va en voir d'autres. Le grand exemple que j'ai en tête, celui de la gestion des stocks. On pourrait avoir une gestion des stocks totalement renouvelée, totalement réalisée par des agents d'IA. On aurait des agents d'IA qui surveilleraient le stock actuel, d'autres qui feraient de la prédiction des ventes et sauraient donc anticiper les évolutions du stock, et puis iraient à un moment donné déclencher une commande. Donc, il y aurait un autre agent qui viendrait, lui, assembler un cahier des charges, un autre agent qui viendrait sélectionner les fournisseurs potentiels, transmettre le cahier des charges aux fournisseurs. Et puis, côté fournisseur, il y aurait aussi des agents qui prendraient du coup ce cahier des charges et puis établiraient un devis. Et puis, à la fin, il y aurait une négo qui arriverait entre les agents acheteurs et les agents fournisseurs pour trouver la meilleure solution et puis passer à la commande. Pourquoi pas la régler? Et puis, on peut imaginer même après qu'il y ait des agents qui fassent la réception, en tout cas, l'optimisation de la supply chain aussi. Alors ça ne marche pas encore complètement. Il y a encore plein de problèmes à passer, notamment de fiabilité, de gouvernance de ces agents. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est un futur, pour le coup, assez probable que ça, on arrive à le faire fonctionner. Beaucoup de laboratoires, de solutions, et nous, on a des projets actuellement sur lesquels on est en train de travailler sur ce type d'approche. Merci beaucoup. Il y a plusieurs sujets annexes sur lesquels je voulais... Il y a plusieurs sujets annexes sur lesquels je voulais... Je m'entends en écho. Entre autres, je voulais parler avec toi de l'impact humain de l'IA. C'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes sur le fait qu'elle nous remplace. Tu évoquais d'ailleurs qu'elle nourrit de nombreuses conversations en privé. Est-ce que selon toi, ces craintes sont avérées ou au contraire, est-ce que l'IA, c'est plutôt une opportunité de faire mieux, de faire autrement? Alors écoute, les craintes, elles sont dingues. Il y a un référentiel du MIT qui liste plus de 1000 risques associés à l'IA. 1000. C'est énorme et ça fait un moment que je suis pas retourné sur le référentiel. Il y en a certainement même beaucoup plus maintenant. Moi, dans IA Mania, j'ai choisi de parler d'un iceberg des risques ou d'un iceberg des risques parce que j'aime bien les jeux de mots en IA et en AI pour représenter le fait que les risques qu'on nous agite le plus dans les médias, qu'on nous rend le plus visibles et en réalité pour des questions marketing, c'est les patrons des big tech eux-mêmes qui agitent les risques, ces risques-là. Donc, ces risques les plus visibles, tout en haut de l'iceberg, sont en réalité les plus hypothétiques. Et qu'à l'inverse, tu vas dans les profondeurs de mon iceberg, donc j'ai fait un iceberg à 4 couches, donc tu as les risques hypothétiques en haut, mais qui sont les plus visibles, on va les citer. Tu as les risques structurels, ceux qui sont des limites de l'IA, notamment les hallucinations, notamment le manque de transparence de l'IA. On ne pourra jamais faire autrement. Ça fait partie du fonctionnement même de l'IA, même si on sait traiter ces risques, les limiter, mais ça en fait partie. Il y a ensuite des risques sociétaux, là on arrive un peu sous les océans, des risques sociétaux qui vont s'exercer à très long terme et dont il est difficile de dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Et il faut qu'il y ait des débats pour que chacun comprenne et soit un peu maître de ce qui est en train d'arriver. Et enfin, sous les océans, il y a les risques cachés qui sont en réalité les plus avérés, mais qu'on nous masque totalement, qu'on nous met sous le tapis. Et au chapitre de ces risques,
on peut parler du triple extractivisme du numérique, mais je crois qu'on y reviendra juste après. Sur ta question qui est autour du risque de l'emploi, donc je vais revenir tout en haut de mon iceberg sur les parties les plus visibles. Et dans les parties les plus visibles et qu'on nous agite le plus, il y a deux risques, moi, qui me semblent en réalité assez hypothétiques. Le risque que l'IA se retourne contre nous, c'est les IA façon Terminator, qui viendraient vraiment faire courir un péril mortel à l'humanité. Celui-là, c'est de la science-fiction, c'est juste totalement hypothétique. Et puis, il y en a un deuxième qui est assez hypothétique, qui est celui de la destruction massive de l'emploi. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de destruction d'emploi, je dis que la destruction massive de l'emploi, il y a même un terme pour ça qui est le job apocalypse, n'aura pas lieu. Ces deux risques, en fait, pourquoi ils sont là? Parce que c'est les patrons de la tech qui les agitent le plus. Et pourquoi ils les agitent le plus? Parce qu'ils font vibrer en nous une corde sensible qui vibre depuis des millénaires, peut-être, en tout cas des siècles, qui est celle que des machines pourraient nous remplacer, que des machines pourraient même venir nous menacer directement. Ils font appel à un vieux rêve démiurge, tu vois, façon Frankenstein, que c'est l'homme qui crée une machine qui le dépasse en plein de points, voire en tout point, qui le menace du coup. Et les patrons des big tech s'en servent en disant, bah, regardez, on a créé une machine tellement puissante qu'elle pourrait nous échapper. Et qui a la solution à ça? Bah, c'est forcément les créateurs de ces machines-là. Donc, écoutez-nous, c'est nous qui avons la réalité. On a créé un truc hyper puissant, donc il faut absolument que tout le monde s'en préoccupe et que tout le monde y aille. Ils agitent, tu sais, avec ça, le fear of missing out, le fait de dire, il faut y aller, de créer l'urgence. Et en même temps, écoutez-nous parce que c'est nous qui avons la solution. Résultat des courses, ils sont reçus en grande pompe pour Elon Musk à Vivatech, pour d'autres à Versailles ou éventuellement à l'Élysée comme des chefs d'État. Et on leur donne une attention qui est, à mon avis, beaucoup, beaucoup trop forte parce que derrière tout ça se cache une stratégie marketing. Alors, sur le front de l'emploi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Bien sûr, il va y avoir des grands changements. Les métiers de l'IT en particulier sont les tout premiers concernés. Ça va extrêmement vite sur les développeurs que je côtoie évidemment très régulièrement. Tu vois à quel point ça va vite sur ce domaine-là. Les métiers des créatifs sont aussi évoluent très très rapidement. Mais globalement, si on met de côté quelques exceptions, on peut se dire qu'on va plutôt aller vers une grande transformation des métiers, une grande transformation du travail, à vitesse très accélérée par rapport à ce qu'on a connu avant. Par contre, je ne crois pas à la job apocalypse. D'ailleurs, Sam Altman, le patron d'OpenAI, et Dario Amodei, le patron d'Anthropic, eux-mêmes sont revenus sur cette déclaration il y a à peine quelques jours en disant que, désolé, on s'est trompé, en fait, il n'y aura pas de job apocalypse, l'IA n'en est pas encore capable. Donc, c'est dire, en plus, tu vois, il souffle le chaud et le froid, faut vraiment prendre du recul sur ces déclarations. C'est sûr. On a tous un avis sur la question. Caroline, est-ce que tu veux réagir, nous partager ton ressenti à toi? Je reviens sur ce que disait Mike, sur effectivement les évolutions au quotidien que ça a apporté dans nos métiers. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'on perd de l'emploi, alors qu'il y a quand même quelques cas, mais qui parfois sont revenus effectivement en arrière. Hein. Ils ont peut-être supprimé ou pas recruté après des départs, et puis ils se sont rendus compte que c'est pas l'IA qui allait remplacer toute la, toute l'humanité d'avoir une personne qui occupe une fonction, un rôle ou un poste. Donc voilà, on est vraiment encore sur la transformation. On n'en a pas mesuré effectivement, évidemment, les gains. Il faut que les métiers sachent se transformer. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut insister, que ce soit auprès des COMEX, des CODIR ou même de toutes les équipes, c'est de ne pas hésiter à reposer les bases de leur métier et d'accepter cette transformation et cette évolution. Et là, effectivement, c'est d'abord l'humain qui va y répondre et ce n'est pas la machine qui va répondre à cette question. Merci beaucoup. Alors, il y a l'humain, on en a parlé, il y a aussi la planète, l'environnement, on en a parlé un peu plus tôt dans la matinée. L'IA, elle soulève beaucoup de questions d'un point de vue éthique, évidemment. En début d'année, d'ailleurs, on avait encore l'ONU qui publiait un rapport, si je ne dis pas de bêtises, pointant du doigt l'impact environnemental de l'IA. Mick, quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un usage éthique de l'IA? Est-ce que c'est possible? Alors là, bon, sur le sujet environnemental en particulier, je suis beaucoup plus préoccupé par ce sujet-là que par le sujet de la job apocalypse, par exemple, pour être tout à fait honnête, puisque là, c'est des effets qui sont déjà en train de s'exercer.
Je vous en redonne quelques chiffres, mais si vous en avez parlé, je vais pas détailler. Mais on est en train de multiplier par 2 globalement tout ce qu'on fait en numérique. Les émissions carbone en quelques années, le nombre de data centers, la consommation énergétique, tout est en train d'être multiplié par 2 globalement en 5 ans d'ici 2030. C'est extrêmement préoccupant. On pourrait se dire que face à ça, on a des progrès technologiques qui sont forts. Nvidia qui produit, vous savez, les puces qui permettent tous ces calculs de l'IA à l'échelle mondiale, font des progrès incroyables. Ça s'appelle la loi de Moore en informatique. Tous les 2 ans, ils gagnent 80% d'efficacité sur leurs puces. Donc tu te dis, ça va, avec 80%, c'est génial. Oui, mais sauf qu'en 4 ans, on est passé de 0 utilisateur de l'IA à 1,3 milliard à travers le monde. On est 1,3 milliard à faire appel de l'IA, parfois qu'on le veuille ou non, parce que des fois, on déclenche de l'IA sans même s'en rendre compte, à l'échelle mondiale. Donc, c'est un peu la loi de Moore, celle qui fait gagner en informatique tout le temps de l'efficacité, contre ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, aussi appelé cet effet rebond, qui fait qu'à chaque fois qu'on a des gains, en vérité, ils sont réemployés systématiquement pour faire plus et pas pour être plus frugaux. Donc, je suis assez préoccupé, pour pas dire pessimiste, sur ce sujet environnemental. Face à ça, il faut que les entreprises aient une prise de conscience, parce qu'il y a des solutions quand même, en termes d'éthique globalement. Alors pour l'environnement, il y a des approches qu'on appelle de l'IA frugale. Il y a aussi le fait d'utiliser l'IA pour réduire sa propre empreinte environnementale. Là-dessus, il y a beaucoup à faire. Moi, on a eu des très, très beaux projets sur lesquels on vient vraiment réduire drastiquement l'empreinte environnementale de certaines opérations de l'entreprise. Et donc, au global, la balance est extrêmement positive. Mais le sujet de l'éthique est beaucoup, beaucoup plus large. En IA, il faut notamment prendre garde à tout ce qui est autour des biais. Donc, le fait que les réponses puissent être orientées, le fait qu'elles ne puissent pas avoir une bonne représentativité de toute une population. Il faut faire aussi très gaffe au sujet de la transparence. Il y a plein de sujets sur lesquels on ne pourra juste pas appliquer de l'IA parce qu'on a besoin d'une piste d'auditabilité, de traçabilité qui soit extrêmement forte et on ne peut structurellement pas l'avoir avec l'IA. Il faut prendre garde à la façon dont on va prendre nos décisions dans l'entreprise et à ce sujet bouillant des hallucinations, le fait que les IA ne soient pas totalement fiables. Et donc, au moment où on va déléguer parfois nos décisions ou parfois des parties de la décision à des IA, il faudra garder en tête tous ces sujets-là, des biais, la transparence, des hallucinations et puis de l'empreinte environnementale que ça produit. Et évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres sujets, si on prend le sujet éthique au sens très, très large qui serait abordé. Mais ça fait encore une fois partie de la sortie de la fascination et d'une acculturation qui a à avoir pour être rationnel avec l'IA. Merci beaucoup pour ton avis, Mick. Peut-être quelques mots avant de conclure sur ton actu. Où est-ce qu'on pourra te retrouver prochainement ? Alors, j'ai une actu de fou. Je n'arrête pas. Ma vie est très, très, très fatigante en ce moment. Pour te donner quelques dates, si vous êtes sur Lille, moi, j'y serai lundi puisqu'il y a un Tech and Business Day sur Lille à la Cité de l'IA qui sera lundi toute la journée. Je serai sur Rennes le lendemain, le mardi, pour l'Intelligence Marketing Day. Je vous le conseille, un très, très bel événement pour les professionnels du marketing avec beaucoup de monde qui se déplace sur Rennes pour l'occasion. Jeudi, je ne serai pas à Vivatech, je fais une contre-soirée dans un endroit beaucoup plus sexy que Vivatech, qui est Niort. Donc, si vous êtes dans le coin, dans l'Ouest, jeudi, j'animerai un bel événement sur le sujet des IA avec Orange Business sur Niort. Et puis voilà, j'ai très régulièrement des événements, des salons et autres. Et puis sur LinkedIn, c'est quand même le meilleur moyen de se retrouver. Que j'ai bien partagé, évidemment. Je vous remets aussi le dernier ouvrage de Mick Levy, IA Mania, si ça vous intéresse. Hop, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci à tous les deux pour cette matinée. Merci surtout, Caroline, de m'avoir accompagné quasiment tout au long, depuis 8h30 et même un petit peu avant. Merci également à tous nos participants, très nombreux aujourd'hui. Vraiment, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait et on vous remercie pour tout ça. Merci de manière générale à tous les experts qui ont rendu cette matinée possible et à nos équipes en interne aussi qui en ont fait un grand succès. On vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouvera pas avant septembre, si je dis pas de bêtises, pour de nouvelles journées Archimag. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Knowledge management, fraude, identité numérique. Donc restez à l'affût sur les différents réseaux d'Archimag pour en savoir plus. Merci à tous et très bonne journée.
Merci, bonne journée Merci à de votre tous. invitation. Merci Fabien, merci Caroline. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.